Alors comment faire? Comment faire pour aider un enfant à grandir et à s'épanouir en développant sa personnalité face à la pression de la société, face à l'évolution de l'éducation et des styles d'autorité? Observons l'évolution de la famille. En fait, on remonte au droit romain. C'est un des premiers systèmes juridiques de l'histoire, 450 avant Jésus-Christ, où on parlait de puissance paternelle. Le père avait autorité et droit de vie ou de mort sur sa famille. Et ce n'est que en 1804, donc dans le Code civil Napoléon, qu'on parlera d'autorité paternelle. Donc il y a eu des tentatives avec la Révolution française d'abolir l'autorité paternelle et au contraire, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un renforcement de la position de l'autorité du père pour, pour affirmer au nom de la loi le pouvoir du père de famille. On parle du chef de famille, pater familias, qui a le devoir d'élever, d'éduquer et de former professionnellement les enfants, avec un rapport de force qui est reconnu dans ce qui est stipulé le droit de molestage, c'est-à-dire le droit de battre sa famille. Donc l'autorité conjointe, l'autorité parentale conjointe, elle est très récente dans l'histoire de l'évolution de la famille. Elle date de 1970. Et d'ailleurs, de manière encore plus récente, il y a la loi VEO, des violences éducatives ordinaires, qui date de 2019. Et je cite, elle dit que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Donc ce sont des lois françaises évidemment parce que les pays scandinaves appliquent évidemment ces lois depuis plus d'une trentaine d'années. Et évidemment, de l'enfant à dresser à l'enfant à éduquer, il y a également une évolution à remarquer qui va se concentrer sur les besoins spécifiques qui seront étudiés dans les années 50 à 70, surtout les années après-guerre, par rapport aux traumatismes qui ont été laissés par les enfants abandonnés notamment, et les questionnements qui ont été soulevés après cette période déshumanisante. Donc c'est une vision très récente de l'enfant à éduquer et à respecter. Et évidemment, le rôle des parents évolue et devient différent. Et l'évolution de l'enfant impacte aussi l'évolution de l'éducation. Alors, je vous fais une petite sélection de figures emblématiques qui ont étudié les particularités de l'enfant. Et je m'attarderai par exemple sur les découvertes de la psychologie du développement. Donc, ces recherches, elles naissent à peu près au début du XXe. Et pourquoi ces questions sur le développement psychologique de l'enfant? Parce qu'elles sont dues notamment à la scolarisation de masse. Et à la fin du 19e et du 20e, les psychologues s'intéressent au développement pas que intellectuel, moral, mais aussi affectif de l'enfant et de l'adolescent. Et la nouveauté, c'est son développement dans les relations. Donc on a déjà une dimension psychosociale. Donc comment les relations impactent le développement psychologique. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de Jean Piaget, je rentre pas dans les détails évidemment, hein. Donc qui lui a établi 4 stades de développement cognitif. On a Alfred Adler, qui a été l'inspirateur de la discipline positive, entre autres. Et donc, ce psychologue, lui, s'est attardé à étudier la personnalité et la dynamique familiale, les intérêts sociaux de l'individu et de son bien-être quand il est en interaction avec autrui. Eric Erikson, lui, a établi, je crois, 8 étapes du développement psychosocial tout au long de la vie. Et il estime que la relation et les influences sociales impactent la personnalité tout au long de la vie. Et puis enfin, dans cette dimension psychosociale, il y a Winnicott, qui est un pédiatre psychanalyste qui, de sa citation célèbre, un bébé seul, ça n'existe pas, il met en évidence l'importance du lien mère-enfant. Il explique que le bébé humain ne peut survivre sans un adulte qui répond à ses besoins primaires de nourriture, mais pas que, de sécurité dont les besoins affectifs. C'est déjà les prémices de l'attachement, hein. Et il parle notamment de la notion de mère suffisamment bonne, c'est-à-dire une mère qui est ni trop protectrice, ni trop distante. Et puis,
les psychologues s'attardent aussi à la dimension affective et à rétablir la dignité de l'enfant. Donc, il y a Françoise Dolto, pédiatre et psychanalyste, qui parle du respect de l'enfant et du respect de ses rythmes et de ses besoins. Il y a également Benjamin Spock, qui lui affirme que l'enfant est une personne. On ne parle plus de dressage, il réhabilite l'affection, la tolérance et le respect. Et son message auprès des mères, c'est vous en savez bien plus que vous ne le croyez. Il a été le premier pédiatre, en fait, à essayer de comprendre les besoins de l'enfant et la dynamique familiale, la dynamique familiale. Et ses conseils sur l'éducation ont permis aux parents d'être plus affectueux avec leurs enfants, en les considérant comme des personnes, justement. Et, euh, et puis, nous avons euh, des personnalités qui vont se pencher sur la dimension humaine. Donc, MG Note euh, qui, qui était enseignant, psychologue des enfants et médecin psychothérapeute. Et il a travaillé avec des enfants et des parents. Et sa particularité, c'est qu'il a été rescapé des camps de la mort. Donc, il a élaboré une attitude éducative profondément humaniste qui articule la compassion et la fixation de limites. Donc, il se consacre vraiment à lutter contre la déshumanisation de l'être humain et favoriser des rapports empathiques et bienveillants. Et d'ailleurs, Adèle Faber et Hélène Maslich, comme je l'ai dit précédemment, étaient ses élèves, hein. Donc, c'était des parents qui sont devenus autrices et conférencières et qui ont participé pendant une dizaine d'années à ces ateliers, ces groupes de réflexion et de recherche sur l'éducation. Donc aujourd'hui, elles ne sont plus en vie, mais leur approche est référencée dans le monde entier, qu'on appelle l'approche Faber et Maslich, ou parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. J'ai mis aussi le livre en référence tout à l'heure. Et donc elles permettent à des animateurs d'animer des ateliers pour comprendre les habiletés de communication qui sont préconisées pour encourager la coopération, l'écoute des émotions, l'autonomie et toutes les compétences de vie qu'on souhaite transmettre à nos enfants. Et puis enfin, il y a la dimension de la sécurité affective. C'est ce qu'on appelle l'attachement. Je vous en parlais tout de suite, la théorie de l'attachement. Donc nous avons déjà Harry Harlow, qui lui a établi cette théorie mère-enfant en faisant des expériences sur des primates. Donc il a été fortement critiqué sur ses méthodes. Et néanmoins, il a pu dresser quand même des, euh, des conséquences sur le lien du parent et de l'enfant et du développement de l'enfant dans sa vie. Et puis après, nous avons John Bowlby et Mary Ainsworth qui ont tous les deux théorisé cette notion de l'attachement à partir d'observation d'enfants et avec leurs parents. Et John Bowlby, lui, a étudié après la Seconde Guerre mondiale les enfants séparés des familles pour pouvoir dresser une analyse de ce lien affectif. Aujourd'hui, vous avez une contemporaine que j'ai rencontrée également au Congrès d'innovation en éducation qui s'appelle Catherine Guéguen, que vous connaissez sans doute, qui parle de la théorie de l'attachement et du besoin du cadre et de la sécurité affective.